Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo rapide, une vidéo un peu express aujourd'hui sur la chaîne du Fruitien, sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre et ça fait 15 ans que je travaille, réside en Russie, à Moscou. Je suis entrepreneur et où je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines, qui est mon activité principale, un cabinet qui accompagne les entreprises principalement étrangères qui veulent s'implanter sur la Russie. Et puis j'ai une autre activité en parallèle d'accompagnement de personnes physiques, de particuliers qui ont des projets personnels ou professionnels de déménager et vivre en Russie. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais parler du sujet des banques parce qu'on entend les banques françaises notamment et la Russie, et les banques européennes et la Russie, parce qu'on entend un peu tout n'importe quoi. Et évidemment c'est un sujet assez complexe et assez important. Voilà, donc déjà je voudrais voilà, donner une espèce de big picture, comme on dit en anglais, de ce qui se passe actuellement en Russie. Donc déjà, à la chute de l'URSS, dans les années 90, dans les années de chaos, il y a eu énormément de banques qui ont été ouvertes. C'était à la mode d'ouvrir une banque. Par exemple, en 1995, je crois qu'il y avait à peu près 2500 banques en Russie. 2500 banques, ce qui est absolument colossal. Et puis, peu à peu, évidemment, sous le règne de Poutine, les choses se sont normalisées. La Banque centrale de Russie a en permanence, on va dire, retiré des licences pour nettoyer le marché des banques qui n'étaient pas clean. Et le nombre de banques a commencé à diminuer. Donc quand je suis arrivé en Russie, moi en 2008, il y avait je crois 1125 banques. Donc déjà ça avait baissé de 2500 à 1125. Et 15 ans plus tard, il y a aujourd'hui 326 banques qui opèrent en Russie. Donc voilà, il y a 8 fois moins de banques que 1995. Donc ça s'est vraiment nettoyé. Voilà. Donc aujourd'hui, après le 10e paquet de sanctions, aujourd'hui en Russie, il y a 44 banques qui sont sous sanctions. Donc 44 banques sur 326. Donc il y a 17% du nombre total de banques qui est visé par des sanctions. Donc ça, c'est des sanctions de différents niveaux. De ces 44 banques, il y en a 20 sur 44 qui sont sur la liste SDN, donc c'est un niveau de sanction supérieur et assez élevé. Et puis, il y a 10 banques déconnectées de SWIFT. Donc sur 326 banques, il y en a 10 déconnectées de SWIFT, et il y en a 44 sous sanction, ce qui veut dire qu'il y a 83% des banques de Russie qui ne sont pas sous sanction. Après, évidemment, les 44 banques sous sanction, elles contiennent à peu près 75 ou 80% des assets bancaires du pays et des assets bancaires qu'il y a dans toute la fédération de Russie. Donc évidemment, aujourd'hui, les trois quarts des assets qui sont dans les banques de Russie sont dans des banques qui sont sous sanction. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des banques qui fonctionnent, il y a quand même des banques sur lesquelles les entreprises où les personnes morales, les personnes physiques en Russie peuvent en fait recevoir de l'argent. Par exemple, nous, on reçoit de l'argent toutes les semaines. On a plusieurs banques ouvertes qui ne sont pas sous sanction et on reçoit de l'argent de différents pays du monde, y compris d'Europe, y compris de France. Et on reçoit de l'argent tant d'entreprises que je reçois de l'argent de particuliers. Donc ça marche en fait. Si votre banque en Russie, si la banque en Russie n'est pas sous sanction, elle peut recevoir de l'argent. Et elle peut recevoir des devises, en fait, elle peut recevoir des euros. La situation, c'est juste qu'en fait, la banque émettrice, par exemple, on va prendre l'exemple de la France, la banque émettrice en France, soit fait de l'over-compliance, soit à la trouille de faire un virement en se disant oui mais demain si ça change, si cette banque passe sous sanction, on me demandera pourquoi un virement a été fait. Et souvent les petites agences en France sont dirigées par des gens qui n'y comprennent pas grand chose. Et on a eu vraiment souvent le cas de directeurs d'agence ou de responsables de compte ou de clients qui expliquent que telle banque, on ne peut pas faire un virement parce qu'elle serait sous sanction. Mais ce n'est pas vrai du tout. La liste, je vais la publier dans la description de la vidéo, vous verrez la liste des banques sous sanction. Dans cette liste, il y a notamment Gazprom Bank, sur laquelle les virements sont encore faits par les États européens pour acheter de l'énergie. Donc de toute façon, malgré tout, tout n'est pas bloqué. Et donc les banques qui ne sont pas sous sanction peuvent recevoir des virements. Je répète, je reçois des virements sur des banques étrangères ou russes en Russie dans lesquelles j'y compte en banque, de particuliers ou d'entreprises. Ça marche, ça marche.
c'est un peu plus compliqué parce que souvent la banque émettrice en France, par exemple, demande un peu plus de justificatifs ou prétend faire une enquête sur l'entreprise qui reçoit ici. Alors l'enquête, c'est d'aller voir LinkedIn ou Facebook. Mais globalement, voilà, les agences qui envoient de l'argent ont tendance à essayer de se border, de se protéger, parce que, bon, évidemment, la sensation régnante, c'est la peur. Mais voilà, donc en fait, vous avez le droit de parler à votre agence en lui mentionnant que la banque, si vous faites des virements vers la Russie, si la banque n'est pas sous sanction, votre agence a le devoir, le droit en tout cas, et théoriquement le devoir au regard de vous en tant que client d'envoyer l'argent. Donc ça, c'est sur des virements qui sont faits avec des factures. Donc, par exemple, voilà, je reçois ici en tant qu'entreprise, soit par une SARL locale, soit par une autre entreprise, je reçois des virements d'entreprises basées en France ou ailleurs, ou de personnes physiques, des particuliers basés en France ou ailleurs, qui font un virement et justifient par une facture. Après, un autre problème, c'est les virements vers les comptes personnels. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a encore des trous dans le panier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent de l'argent ici, des prêts familiaux, des choses comme ça. Mais là, ça demande en amont, par exemple, de discuter avec le directeur d'agence de l'agence qui va émettre en France, par exemple, de border avec lui, de lui expliquer, de lui justifier, de tomber sur quelqu'un de bienveillant et qui prend un peu de risque et qui acceptera de vous faire le virement. Mais globalement, sur ce point-là, ça c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que font les gens? Parce qu'effectivement, beaucoup de Russes résidant en France ou résidant en Russie, mais avec des comptes en banque en France, et beaucoup de Français, citoyens français basés en Russie, mais résidents russes, se sont vus bloquer leur compte. C'est mon cas, par exemple. Moi, depuis le début de l'opération spéciale, j'ai la Banque Populaire à Bordeaux qui m'a bloqué mon compte. Ils m'envoient plus de SMS sur mon numéro russe pour que j'ai accès à ma banque en ligne. Et j'ai beau essayer de débloquer avec eux, ils décrochent plus le téléphone, répondent pas aux emails. Ils se sont engagés par écrit à me répondre avant le 13 février, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment des comportements de voyous. Mais c'est pas très grave. Donc ce que font les gens qui se sont fait bloquer leur compte ou se sont fait fermer leur compte de façon un petit peu excessive, c'est la chose suivante. Pour les Russes ou pour les Européens qui sont résidents en Russie ou pour les Prussiens. Les gens vont ouvrir des comptes dans des pays normaux. Le pays normal, c'est le pays où on respecte le droit des gens à avoir un compte en banque lorsqu'ils respectent la loi. Et donc, ils vont ouvrir un compte en banque dans un pays d'Eurasie, dans un pays hors Union européenne. Voilà. Et ils s'envoient l'argent de leur compte dans l'Union européenne vers ce pays ami et de ce pays ami vers la Russie. Alors évidemment, toutes les banques n'envoient pas des euros ou des devises. Et par conséquent, souvent, les sommes envoyées, la devise reçue dans le pays tiers doit être convertie en roubles pour être envoyée en Russie. Mais voilà, c'est un peu la situation. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que ça concerne pas des millions de gens, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers. Mais globalement, les gens autour de moi à Moscou se sont tous mis à se trouver des schémas alternatifs. Et donc finalement, ce qui est assez incroyable, c'est que il y a des banques de pays tiers qui ne peuvent plus envoyer d'euros vers la zone euro. C'est-à-dire qu'on est vraiment, la zone euro est en mode suicide de se refuser des euros. Donc c'est quand même assez extraordinaire. On peut envoyer des euros ailleurs dans le monde, on peut envoyer des dollars, mais on ne peut pas envoyer d'euros. Voilà. Mais globalement, c'est ça qui se passe. Et du coup, évidemment, pour certaines personnes, si ce n'est pas des virements trop importants, globalement, beaucoup de gens se mettent à utiliser les cryptos pour faire en fait des compensations. Donc ça, c'est une chose. Et puis, les gens qui sont, si on parle de petites sommes, les gens qui sont en Russie, avec des amis, avec des proches, font ce qu'on appelle de la compensation. Donc de compte en euros à compte en euros et ici en rouble à rouble. Voilà, donc c'est pas très légal, mais globalement c'est ce que font un peu les gens pour se débrouiller et c'est bien pratique. Voilà, donc ça c'est un peu pour faire le point sur les banques, mais encore une fois, quand vous avez une facture avec un justificatif, il y a sur une banque en Russie qui n'est pas sous sanction, votre banque française a le droit, et je répète le devoir, de faire le virement et c'est pas interdit par la loi. Donc il faut parler à son agence de banque en France, leur expliquer
et ne pas se faire terroriser et se faire martyriser. Sinon, il faut chercher d'autres schémas alternatifs. Voilà, je crois que c'est tout. C'était un petit point sur les banques parce que j'ai pas mal de questions et sur ce sujet-là, et donc c'est plus simple de répondre à tout le monde par une vidéo. Voilà, on est le 2 mars à Moscou, et comme vous voyez, il a fait beau aujourd'hui. On sort de l'hiver et c'est bientôt le printemps russe. Un printemps russe. À bientôt.